Bonjour à tous, invité de l'entretien de France 24 aujourd'hui, Hubert Védrine, au moment où sort un recueil de textes et d'interventions pour la période 2009-2012, intitulé Dans la mêlée mondiale, un gros recueil, Hubert Védrine, donc on voit que vous êtes très sollicité. C'est sans doute dû au fait que vous avez conseillé François Mitterrand pendant longtemps à l'Élysée, puis que vous avez été ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin avec Jacques Chirac, Premier ministre, donc vous avez une expérience assez large du spectre. Pour parler de ces sujets, je vous propose de vous appuyer sur l'actualité, ça va nous ramener directement à ces questions de monde multipolaire, d'influences diverses. Il y a deux sujets urgents, mais même dangereux en ce moment. La Syrie, bien sûr, on est encore dedans. Et le Mali, où on voit que les islamistes menacent de créer une sorte de sanctuarisation pour Al-Qaïda dans l'Afrique sahélienne. Or, dans les deux cas, on a vu que les Occidentaux avaient pensé à un moment s'appuyer sur les puissances régionales, sur la Ligue arabe pour la Syrie et sur la CEDEAO pour le Mali. Et on voit qu'au fond, ça n'a pas marché ou ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion ? Dans les deux cas, on voit les limites de notre influence. Et le fait que nous croyons avoir plus d'influence qu'on a en réalité, nous les Occidentaux, nous les Européens, sur ce qui se passe au Maghreb et en Afrique, ou les Américains, même sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc ça, c'est énervant et vexant et inquiétant pour les Occidentaux qui ont conduit la marche des affaires du monde depuis plusieurs siècles. Donc on passe à une sorte de leadership. On est toujours les pays les plus riches et les plus puissants, mais c'est un leadership relatif. Alors soit ça résiste parce qu'on n'a pas de moyens d'intervention directe, qu'il faudrait dégager des moyens énormes, qu'on n'a pas, on a d'autres priorités, ou alors on se heurte, dans le cas de la Syrie, au Conseil de sécurité, à des vétos russes et chinois. Or on ne peut pas dire, bon, on va le faire quand même, parce que sinon on fait comme ce qu'avait fait George Bush en Irak. On y va tout seul, on fait de l'ingérence unilatérale. Certains avancent aussi le cas du Kosovo, on s'est un peu passé... Kosovo, c'est un peu différent, parce qu'il y a eu quand même plusieurs résolutions au titre du chapitre 7, qui ne disaient pas en conséquence de quoi il faut employer la force, mais enfin qui avaient condamné quand même les actions serbes. Tous les pays voisins étaient d'accord, étaient demandeurs, tous les pays d'Europe étaient d'accord, tous les pays de l'OTAN étaient d'accord. Bon, il y avait quand même beaucoup plus de choses que ça n'est le cas là. Donc on voit en tout cas les limites. Il y a eu un exemple dans l'autre sens, qui est la résolution 1973 sur la Libye, mais là il y a une sorte de conjonction extraordinaire liée au fait que les pays arabes n'étaient pas bien contents d'être débarrassés de Kadhafi, qu'il y avait une insurrection qui appelait à la l'aide, que Kadhafi et son fils les menaçaient d'une rivière de sang. Donc c'était presque impossible de rester les bras ballants. Et la Russie et la Chine n'ont pas osé mettre le veto parce que la Ligue arabe a demandé une intervention. Là, c'est différent, ils sont beaucoup plus divisés parce que, quelles que soient les horreurs de la répression en Syrie, ils ont tous peur de l'éclatement de la Syrie et de la guerre civile qui va s'en suivre. Donc c'est très compliqué. Et le monde dans lequel les Américains ou les Européens, depuis une sorte d'Olympe, pouvaient trancher de tout, c'est plus le cas. C'est pour ça qu'on est, comme je le dis dans le livre, dans une sorte de mêlée. C'est la référence au rugby, c'est-à-dire on pensait à un monde multipolaire, mais là il y a des règles. Non, c'est l'idée que on n'est pas encore dans une communauté internationale. C'est un terme sympathique, mais prématuré en fait. C'est pas une communauté, c'est un monde avec des forces, qu'il y a quelques règles générales, mais pas tellement respectées, et que les rapports de force commandent. Les Occidentaux avaient cru être les maîtres du monde après la fin de l'URSS. Bon, et puis on voit les émergents, la Chine et une quarantaine d'autres, vous vous rendez compte ? Donc il faut que dans notre tête, on s'adapte à ça, en devenant plus réaliste, pas du tout en baissant les bras, mais en trouvant de nouvelles façons d'agir. Si on prend la question de l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, une partie du Sahara, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faudrait s'appuyer sur toute une série d'États dont chacun est trop faible. Parce qu'il y a une partie de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde qui ne souffre pas d'États trop forts, au sens répressif, mais trop faibles. Mais le temps des interventions est révolu, c'est-à-dire même si on est concerné par la sécurité quand même, je dirais Al-Qaïda, ça renvoie à ce problème de terrorisme. Dans la Charte des Nations Unies, il y a un chapitre 7 qui indique bien qu'on peut utiliser la force de façon légitime, si le Conseil de sécurité l'a décidé. Donc il ne faut pas qu'il y ait de veto. Donc le temps des interventions n'est pas complètement révolu. Simplement, les interventions unilatérales, parce que ça nous démange, qu'on est excité, que notre opinion est comme ça, au nom de l'ingérence unilatérale, je crois que c'est fini ça ne marche pas. Vous dites que justement... Par contre, responsabilité de protéger, comme on l'avait invoqué en Libye, ça c'est différent. Alors justement, vous dites que responsabilité de protéger, ça s'appliquait à la Libye. Il y a deux concepts, il y a responsabilité de protéger et droit ou devoir d'ingérence que vous récusez, qui sont des concepts qu'on confond parfois. Est-ce que dans le cas de la Syrie, on n'était pas dans la responsabilité de protéger, quand un peuple appelle à l'aide ? Oui, sauf qu'on peut le faire que si le Conseil de sécurité est unanime. Donc la seule solution, c'est d'organiser une coalition ad hoc sur le sujet qui arrive à convaincre les Russes qu'ils ont beaucoup plus à perdre à soutenir le régime sans changement qu'à prendre la tête. Ils pourraient le faire en réalité. D'une solution en parrainant un changement en Syrie comme les Saoudiens l'ont fait finalement au Yémen.
Mais la différence entre les deux, c'est que l'ingérence, c'est unilatéral. J'y vais parce que j'ai le droit, j'ai le devoir et que c'est comme ça. Alors que la responsabilité protégée, c'est une décision collective. C'est Kofi Annan qui a cherché à éliminer le droit d'ingérence qui n'était populaire qu'en France et rejeté partout ailleurs pour adopter un concept plus porteur d'avenir. Mais même là, c'est compliqué. Et vous dites que toutes les dictatures, donc on peut associer, même si c'est peut-être un peu impropre de parler de la Russie en termes de dictature, mais on peut associer la Russie et la Chine, toutes les dictatures, dites-vous, ont peur des printemps arabes, parce qu'elles pensent être concernées un jour ou l'autre par ces phénomènes-là. Oui, je pense que ce qui a commencé dans le monde arabe remet en cause d'une certaine façon tous les systèmes. Alors, dictature, il n'y en a plus tellement de vrais, à part la Corée du Nord. Hein. Ouais. Sinon, c'est des systèmes autoritaires. Répressifs, autoritaires, trop policiers. Ils sont tous quand même sur la défensive. Les Chinois ont éliminé de l'Internet chinois le mot jasmin. Ils avaient peur de ça au début. Et on voit bien qu'en Russie, certes, Poutine a été réélu, mais enfin bon, si ça avait été parfaitement régulier, il aurait sans doute été réélu au second tour et pas au premier, avec une marge plus faible. Mais il y a une sorte de société civile russe, en tout cas à Moscou, dans quelques villes, qui s'est mise en marche. C'est un peu différent. Mais c'est pas parce que nous le faisons, nous. C'est pas parce que nous télécommandons, nous les Occidentaux, en parlant de démocratie, de droits de l'homme, tout ça, c'est plutôt lié au dynamisme interne de ces sociétés. Malgré ce constat, vous restez optimiste sur le fait que le déclin, on va dire, des Occidentaux, c'est-à-dire de tous ces pays qui se réclament plus ou moins de la démocratie et des droits de l'homme, n'est pas inéluctable. Pourtant, on voit qu'avec cette crise, par exemple en Europe, la crise économique, la crise financière, la crise de l'euro, etc., c'est ça qui plonge quand même Je pense que les Occidentaux, américains, canadiens, européens, ont quand même un énorme potentiel. Ils sont, donc je le répète, les plus riches et les plus puissants pour longtemps encore. Et que d'autre part, les émergents qu'on n'a pas vu émerger assez tôt, on a perdu des années à dire ça y est, c'est la fin de l'histoire, des années à ne se concentrer que sur l'affaire du terrorisme qui est très importante, mais il y avait d'autres phénomènes. Et du coup, il ne faut pas exagérer maintenant la cohésion des émergents, parce qu'ils sont aussi en compétition entre eux. Donc si les Occidentaux arrivent à avoir une analyse plus lucide et une stratégie plus intelligente, adaptée à chaque cas de chaque émergent, je pense qu'on peut faire valoir nos intérêts et nos valeurs fondamentales assez bien pendant encore plusieurs dizaines d'années. Si en revanche on a une attitude occidentaliste, un peu imbécile, fermée sur elle-même et qu'on se croit fatalement voué à affronter les musulmans, les Chinois et compagnie, ça va accélérer ce déclin relatif. Alors on est en campagne électorale en France, c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé de la politique étrangère en campagne électorale, mais bon là, Nicolas Sarkozy, on connaît à peu près sa politique étrangère pendant 5 ans, François Hollande, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que vous êtes associé, vous, à un degré ou à un autre, à la réflexion du candidat François Hollande, puisque vous êtes... Oui, dans une certaine mesure, puisque j'ai des rapports sympathiques avec lui, amicaux, anciens, et que donc il me demande des avis, je lui envoie des idées. Bon, ouais. Voilà, j'ai un lien personnel. Si vous voulez. Et est-ce qu'à votre avis, il va changer quelque chose s'il est élu Il a déjà, d'abord, vous savez, on ne parle pas de l'international en tant que tel dans les campagnes électorales, où que ce soit. C'est pas propre à la France, sauf s'il y a un problème qui surgit et qui s'impose. Alors là, il y en a quelques-uns quand même, on ne veut peut-être pas les voir aussi. Oui, mais il y en a déjà un qui est très important, qui est l'affaire européenne. Ouais. Et quand François Hollande dit qu'en ce qui concerne le traité de rigueur budgétaire, il va soit le renégocier, soit le compléter d'une façon vraiment contraignante pour le traité, en ajoutant un volet croissance, on est quand même au cœur du sujet. Parce que ça concerne tout l'équilibre ou non de la relation franco-allemande. Donc il veut rééquilibrer la relation franco-allemande, dont le résultat récent, on a vu, c'est ce traité. Donc c'est un sujet qui est présent. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il pense de ce qu'il faudrait faire en Syrie, ce qu'il faudrait faire en Afrique. Oui, mais ça dans aucune campagne électorale, où que ce soit. Regardez la campagne électorale américaine, personne ne prend à la queue leu tous les problèmes diplomatico-diplomatiques en disant voilà ce que je ferai. Si une personne est élue, elle prend en charge les choses et elle trouve la meilleure solution possible. Est-ce qu'il remettra en cause des grandes choses, par exemple le retour dans le commandement intégré de l'OTAN? L'un de ses premiers gestes, s'il est élu, ce sera d'aller au sommet de l'OTAN d'ailleurs. Oui, c'est pas un geste, c'est une obligation, c'est le calendrier qui est prévu comme ça. Ouais. À peine élu, s'il est élu, il doit aller à toutes sortes de sommets. Sur l'OTAN, il a répondu déjà, il a indiqué qu'il n'allait pas remettre en cause le retour dans le commandement intégré, même si les socialistes à l'époque, mais aussi M. Juppé d'ailleurs à l'époque, trouvaient que ça ne se justifiait pas, les arguments étaient mauvais. Mais il a dit on fera une évaluation non seulement de ce que ça a apporté ou pas à la France une fois revenu, mais une évaluation de à quoi sert l'OTAN aujourd'hui et comment ça marche. Donc c'est une indication, vous voyez. Donc c'est un peu présent, aussi bien du côté de Sarkozy que de Hollande ou Bayrou, c'est un peu présent, mais c'est normal que les gens ne se déterminent pas là-dessus, fondamentalement. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, et le bilan de politique étrangère de Nicolas Sarkozy, c'est un point fort, à votre avis, du bilan du président? C'est contrasté, il y a quelques réussites incontestables, si on est honnête. Hein. Le fait d'avoir fait accepter aux États-Unis et aux autres la création du G20, c'est très important. La présidence européenne de 2008 avait été
bonne. La résolution 1973 sur la Libye, c'est vraiment dû à la Grande-Bretagne et à la France, hein, par exemple. Et alors après, ça se discute un peu ce qui a été fait, mais le début, c'est incontestable, c'est bien. Qu'est-ce qui se discute davantage, à votre avis? Par exemple, la fausse bonne idée de l'Union pour la Méditerranée, qui a été conçue et lancée de façon telle que ça pouvait conduire qu'à une espèce d'échec quasiment instantané. Bon. Puis 36 choses ratées dans des relations bilatérales où des pays extérieurs ont été à la fois impressionnés par l'énergie de Nicolas Sarkozy et exaspérés par la méthode. Vous savez, dans ces histoires de politique étrangère, le problème c'est qu'il ne suffit pas d'annoncer quelque chose, de réussir un coup isolé ou de faire une déclaration, mais il faut gérer les interactions. C'est monstrueusement compliqué. Il y a 193 pays, il y a les entreprises, les ONG, les opinions, tout ça. La mêlée. Et puis il faut avoir en tête ce qui va se passer après, les effets boomerang. On va s'opposer à un pays là, mais on a besoin de lui demain. Comment on va faire? C'est ça en fait la question, et ça se prête mal à des annonces de campagne électorale. Ça demande de l'expérience aussi. François Hollande, il aura les épaules pour représenter la France, il est élu. Beaucoup de gens se posent la question. Oui, je sais bien, mais comme les autres dirigeants, quelle était l'expérience, les compétences de Tony Blair, de Schroeder, de la plupart des présidents américains avant d'être élus? Aucune dans ce domaine, voyez. Donc c'est une question d'intelligence politique et d'intelligence humaine. Donc au bout de 3 sommets, ils comprennent ces gens. C'est des professionnels de la politique et de la relation et du rapport de force. Donc un sommet de zone euro, un Conseil européen, un G8, un G20, ça, ils voient comment ça fonctionne. Donc c'est pas un sujet, c'est pas un élément, disons, disqualifiant ou au contraire automatiquement positif. Merci beaucoup Hubert Védrine. Dans la mêlée mondiale, c'est publié chez Fayard. Merci d'avoir participé à cet entretien. À bientôt.